Bienvenue donc pour ce long moment d'une heure et demie au cours duquel nous avons parlé des incendies. Nous sommes désolés parce que nous n'avons pas de femmes à la tribune. Voilà, je tiens tout de suite à préciser que nous en avons cherché et qu'on n'a peut-être pas été très efficaces. Et peut-être que on s'est dit finalement le feu est peut-être quelque chose qui ne les intéresse pas, peut-être au dehors du feu domestique, mais c'est évidemment ce qui n'est pas vrai. Et puis peut-être que le feu, voilà, ce dont on va parler, ça excite peut-être davantage les hommes. Ça c'est encore un sujet sur lequel on pourra discuter tout ça. Alors, nous sommes 4 et moi je vais très peu parler. Je suis géographe de service qui va passer le micro et faire en sorte que ça se passe au mieux. Mais je dois dire quand même que, en fait, on m'a demandé d'être là, alors que je ne suis pas spécialiste des feux, parce que j'ai écrit dans Libération il y a quelques années, en août 2020, un article qui s'appelle « Quand les Vosges flamberont comme une torche australienne ». Voilà, en fait, j'avais traversé les Vosges à pied et je m'étais aperçu que la forêt se dégradait considérablement. Voilà, et à cause des scolites, hein, on va en parler. Et finalement, j'ai fait un article qui m'a valu beaucoup de courriers, ce qu'on veut, pas de menaces, hein, rassurez-vous. Mais plutôt en réalité, pourquoi vous pensez que. Alors j'avais mis la torche australienne parce qu'au mois d'août 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, mais l'Australie était en proie aux flammes. Voilà, et j'ai pensé que, effectivement, un jour, mais sérieusement, hein, je n'ai pas écrit ça pour exciter le journal, mais j'ai pensé un jour sérieusement qu'avec bon, je ne sais pas quoi, on va en parler avec nos invités, on pourrait voir les Vosges flamber. Voilà. Donc on va parler de ça parce que c'est très sérieux, d'autant que cette année, comme hein, nous l'avons tous vécu, les feux de forêt progressent de plus en plus vers le nord. Hein. Déjà à l'époque, il y avait eu des feux dans le Haut-Rhin, Rhimbach près Masevaux, si certains connaissent cette petite ville de 4000 habitants. Il y avait eu évidemment déjà beaucoup de feux de forêt dans les Landes, à Anglette entre autres. Voilà. Et puis en Champagne, donc ici ou là, ça commençait à... Alors maintenant, le feu a attaqué la forêt de Brocéliande, donc tous les Bretons se sont réveillés en se disant qu'ils n'étaient pas protégés, pas plus protégés du feu que les gens des Landes. Et donc, finalement, dans l'opinion progresse l'idée que nous sommes tous menacés par le feu et que il faut à la fois regarder ce qu'on doit faire rapidement, hein, on va voir avec nos collègues, et puis avec nos collègues géographes, ce qu'on peut faire pour un laps de temps plus long, en sachant qu'on aura une demi-heure au cours de laquelle on vous réserve la parole, soit pour des témoignages, soit pour des questions. Voilà, donc vous avez sur le programme, puisque vous avez la plupart des programmes, hein, la présentation des invités. Hein, donc à ma gauche, Antonio Bento Gonçalves qui va se présenter hein, rapidement. Nous avons la chance d'avoir le directeur du SDIS, alors il dira exactement ce que c'est derrière ce cible barbare, à Saint-Dié. Voilà. Et puis donc quelqu'un de l'ONF, Marc Ségic, qui va nous parler de l'institution. Là, je vois que, personnellement, j'ai beaucoup de questions à vous poser, donc on est vraiment face à quelque chose qui devrait nous permettre d'avancer un peu dans cette réflexion sur la manière de parler du feu, d'abord de le comprendre, d'en parler, et puis autour de nous, de sensibiliser les gens. Donc d'abord, à vous, mon voisin, vous présenter rapidement qui vous êtes et quelle est la chance que nous avons d'avoir un géographe portugais parmi nous, puisque le Portugal a une longue expérience du feu, hein, au point même qu'une grande partie de sa forêt a été adaptée avec qu'on appelle les cyberairs, et donc normalement avec ces chênes lièges, hein, même s'il y a du feu, il y a peut-être moins de dégâts. Enfin, je le laisse parler. Merci d'être avec nous. Merci. J'aimerais bien commencer pour remercier l'invitation pour être ici et donner mes félicitations à l'organisation. Merci. Je suis António Bento Gonçalves, je viens du Portugal, de l'université de Minho, qui est au nord de Porto. C'est une ville de 200 000 habitants. Je suis en ce moment le directeur du département de géographie
et j'ai été pendant 2 ans le président de l'association portugaise de géographes. Et pour la présentation, je crois que c'est bien. Merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et tous. Donc je suis le colonel Larry Ouvrard, je suis chef de corps des sapeurs-pompiers des Vosges, directeur du service départemental d'incendie et de secours des Vosges qui couvre la totalité du territoire vosgien. Et j'ai une petite particularité, c'est que j'ai combattu les feux de forêt pendant une petite dizaine d'années dans ma carrière, surtout dans le sud de la France. Donc on pourra effectivement faire cette comparaison entre ce que vous disiez, l'arrivée des feux de forêt dans le nord de la France et les caractéristiques des pays méditerranéens ou de la zone méditerranéenne. Bonjour à toutes et à tous, donc moi je suis Marc Sézy, je suis référent territorial travaux à la direction territoriale Grand Est de l'ONF et je m'occupe notamment du risque incendie sur le massif vosgien et la plaine d'Alsace. Voilà, donc vous voyez, on a des acteurs très différents. On va pouvoir peut-être commencer par une rapide présentation vécue par vous trois des feux cet été. Par exemple, en tant que, de votre point de vue, vous, depuis le Portugal, vous avez des feux au Portugal, c'est beaucoup peut-être, voilà, et puis en nous disant peut-être les Français, mais vous rêvez, vous êtes sur votre planète, bon, voilà, bref, et puis nos deux intervenants, parce que là on a des gens qui travaillent, je suis bien compris, sur l'ensemble du massif vosgien quasiment. Et là, c'est une chance extraordinaire de ne pas avoir uniquement la petite forêt locale. Merci. Oui, je crois que tout le monde ici connaît la réalité en termes de feux de forêt au Portugal. C'est probablement le plus grand problème en termes de risque naturel au Portugal. Si vous vous rappelez, en 2017, on a eu 116 morts directement avec les flammes du feu. C'est quelque chose d'affreux. Mais malheureusement, on a presque tous les années quelqu'un qui meurt dans des feux de forêt. Je rappelle par exemple en 1966, il y a beaucoup de temps, 25 militaires ont décédé directement dans un feu tout près de Lisbonne, à Sintra. Alors c'est un problème qui est toujours présent au Portugal, toujours présent, et il devient chaque année de pire et pire et pire. On est en ce moment dans un niveau très haut de danger, de risque. Pour que vous puissiez le comprendre, jusqu'à 1996, on n'avait pas eu un feu plus grand que 10 000 hectares. En 1996, on a eu un feu avec 10 000 hectares. Ce sont 10 000 stades de foot. En 2003, on a franchi la chiffre de 20 000 hectares. On a eu des feux avec 20 000 hectares. En 2017, on a franchi 40 000 hectares. Et, je rappelle, 116 morts directement dans les flammes de feu. Ce ne sont pas des pompiers qui ont un accident de car, non. Des gens qui sont morts à cause du feu directement. Alors, qu'est-ce qui arrive au Portugal pour qu'on puisse avoir une situation tellement dramatique? Et on est ici au Festival international de géographie, et la géographie est cruciale pour comprendre ce qui se passe. Si vous regardez un tout petit peu la géographie physique du Portugal, vous regarderez que nous avons un climat méditerranéen, mais avec une grande influence atlantique. Alors, par exemple, où j'habite, au nord du Portugal, à chaque 3 ans, on a la végétation atteint à peu près 10 tonnes par hectare. Avec 10 tonnes de combustibles végétaux par hectare, on a toutes les possibilités d'avoir un grand incendie de forêt très intense, très rapide, difficile de combattre. Premier problème. Deuxième problème, on a au nord du Portugal, centre-nord, on a un relief très marqué avec des montagnes, avec des pentes très raides. Et dans la table ronde avant celle-ci, on a écouté à l'intérieur du Portugal, on a presque un vide humain. Alors,
On a beaucoup de forêts. Quand je parle de forêts au Portugal, normalement je ne parle pas vraiment des forêts, je parle des peuplements forestiers, parce que ce sont surtout des monocultures d'eucalyptus et de pin maritime, comme ici dans les Landes. On a suivi en 1938 le même modèle que vous avez dans les Landes, et on a cherché de rendre rentable nos montagnes avec du pain maritime. Petit à petit, à cause surtout de l'industrie de la pâte de papier, du papier, on a transformé nos forêts, nos peuplements forestiers de pin en peuplements forestiers d'eucalyptus. Et on parle de deux espèces très flammables, très difficiles pour les incendies de forêt. Gilles Fumet parlait des chênes verts, tout ça. En ce moment, ce sont des reliques. On n'a pas beaucoup de vraies forêts au Portugal. On n'a que des peuplements forestiers. Et pourquoi cette situation? Si on remonte aux années 50-60, quand on vide le Portugal vers le littoral et vers la France et vers d'autres pays, on reste avec un intérieur montagneux et on a eu en même temps la guerre coloniale. On a perdu nos jeunes dans la guerre, on a perdu nos jeunes pour la France, pour émigrer et tout ça. Alors on reste avec un pays à l'intérieur, surtout avec des gens âgés, ils n'ont pas d'argent. Alors comment on va rendre rentable nos terrains si on n'a pas de force physique et si on n'a pas d'argent, avec des espèces de croissance rapide et qui ne nécessitent pas beaucoup de traitement sylviculture. Alors on les laisse pousser comme ça, et si notre risque d'incendie est très élevé, s'il vient un incendie et tout se brûle, je ne perds pas mon investissement parce que je n'ai pas investi mon argent. Mais si le feu ne vient pas, je coupe les pins après 25 ans et j'ai mon argent, et je coupe les eucalyptus après 10 ans et j'ai mon argent. Alors en ce moment, on a des aires gigantesques de monoculture de pin et d'eucalyptus dans un climat très chaud et très sèche en été. On a normalement, ça peut se faire 40 degrés et avec 25% d'humidité dans l'intérieur pendant beaucoup de jours, avec un paysage très flammable, sans avoir des personnes pour les surveiller, pour les travailler. Et à cause de ça, chaque fois qu'on a une flamme, et je parlais avec Marc avant cette table ronde, on a environ 10 000 feux par an au Portugal. Nos pompiers sont fantastiques. Ils éteignent plus de 98% des feux, mais c'est normal. Chaque fois qu'un feu s'échappe, il se rend avec 10 000 hectares, 20 000 hectares, 40 000 hectares, et une vélocité de progression incroyable dans un paysage que c'est très difficile de le combattre. Ça, c'est le résumé de la situation du Portugal. Alors, je voulais juste, non, attendez, encore une seconde, une question peut-être rapide sur les morts, les fameux morts, parce que cette comptabilité un peu sordide qu'on a en Californie ou dans d'autres endroits, vous nous dites que donc vous avez plus d'une centaine de morts récemment. De quoi il s'agit? Est-ce que ce sont des personnes âgées apparemment, ou alors des gens qui auraient éventuellement bâti des maisons ou récupéré des maisons anciennes dans des forêts, comme chez nous, comme ça arrive chez nous. J'ai par exemple visité un collègue cet été dans le Haut-Languedoc, vous voyez, qui était très content de me montrer sa maison au milieu d'une forêt. J'ai dit, mais je ne viendrai jamais chez toi parce qu'il y a un risque d'incendie. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, autour, là, c'est pas des broussailliers, et c'est très joli, ta bulle, mais enfin, tu as compris que c'est... Et donc, j'ai été très frappé par l'inconscience, en quelque sorte, d'un certain nombre de personnes qui s'installent dans des lieux où ça peut... Est-ce que c'est le cas au Portugal? Et sinon, d'où viennent ces victimes? Oui, si on fait cette comptabilité macabre,
Depuis 1966 jusqu'à aujourd'hui, on a eu 257 morts directement dans les flammes. C'est important parce que je ne compte pas les pompiers qui vont dans ces voitures et qui ont un accident et qui meurent. Non, seulement ceux qui sont morts directement dans les flammes. Pendant beaucoup d'années, c'était surtout les pompiers qui étaient en train de combattre le feu, qui étaient attrapés par le feu et qui étaient morts. Par exemple, en 1966, c'était 25 militaires qui étaient en train de combattre un feu à Sintra, près de Lisbonne. Mais en 2017, tout a changé. Pourquoi? Parce qu'on a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, une tempête extra-tropicale qui est arrivée au Portugal, au Ferlier, qui nous a amené des vents très sèches, très rapides. On avait plein de gens dans des plages fluviales, dans l'intérieur. Et la police les a... lui a dit d'aller vous-en parce que le feu va arriver ici. Mais le problème, c'est qu'ils sont allés dans des routes forestières. Et le feu est venu et il a attrapé la plupart des gens. C'était des gens qui étaient dans son holiday, faisant de la plage et qui essayaient de fuir du feu. Et il y a aussi des gens qui habitaient dans des toutes petites villes, des villes rurales, et qui essayaient aussi de fuir du feu. On a des histoires macabres, des familles que la première voiture a passé, la deuxième a été attrapée par le feu et les gens sont morts. Alors on a ces trois cas, les pompiers qui meurent beaucoup, et en ce moment les gens qui essayent de fuir de ces petits villages et ceux qui se baladaient, des touristes, et qui sont pris dans les petits chemins forestiers. On a ce problème, et je parlais aussi un tout petit peu avec Marc avant, des interfaces urbaines forestières. C'est un problème qui grandit au Portugal à cause du mythe de retour au vert. C'est très bon d'avoir une maison dans le vert, mais le vert au Portugal, le vert au Portugal, ça devient très rapidement rouge à cause du feu et après ça devient noir à cause de tous les morts. Alors, je vais donc vous demander d'abord quelle est votre réaction par rapport à cette situation décrite au Portugal. Est-ce que vous pensez que on est dans la même configuration ou on peut l'être? Qu'est-ce que vous voyez de différent ou qui vous surprend par rapport à ce qui vient d'être dit mon collègue? Alors, la situation de la France est différente de la situation au Portugal pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le massif forestier, en tout cas les essences qui constituent nos massifs forestiers, sont différents en France que du Portugal. On parlait tout à l'heure des eucalyptus. En France, ils sont très rares, hormis sur la façade méditerranéenne, et encore, c'est très disparate. Mais déjà, les essences qui composent nos massifs forestiers sont totalement différents de ce que l'on peut retrouver au Portugal. Et le deuxième point, c'est que la France a une culture du feu de forêt déjà très ancienne. Ça fait plus de 30 ans, voire même 40 ans, où les feux de forêt sont légion dans le sud de la France, en bordure de Méditerranée, mais également sur la côte atlantique. Et donc, tous les services publics, que ce soit l'ONF, que ce soit les services de l'État, que ce soit les services de secours, se sont préparés et se sont organisés pour combattre ce type de sinistre et ont mis en place un dispositif qui associe à la fois la prévention et l'intervention. Et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Cette année, c'est une année exceptionnelle. Mais une année exceptionnelle pour le citoyen que vous êtes. Pour nous, c'était des situations qu'on attendait. Parce que depuis 2015, on constate une augmentation progressive de la sécheresse, qui progresse d'année en année, une augmentation significative en période estivale des températures et des conditions météorologiques un peu extrêmes. Et cette année, tous les facteurs favorisant les incendies de forêt, une sécheresse prononcée, des températures extrêmes et des taux d'humidité extrêmement bas, ont été le détonateur de nombreux feux de forêt, mais également de nombreux incendies dont on n'a pas fait l'écho dans les journaux,
mais qui ont essaimé l'ensemble du territoire, à la fois du territoire départemental, mais du territoire national. Jamais la France n'avait connu une telle pression opérationnelle durant l'été sur les feux de forêt. Alors je vous parle, c'est plus de 65 000 hectares de forêt, de broussailles ou de cultures qui sont parties en fumée depuis le 1er janvier sur l'ensemble du territoire national. Et alors que dans les années précédentes, on était cantonné plutôt sur une période estivale, c'est-à-dire juin-septembre, on constate aujourd'hui que cette période a tendance à s'élargir et on fait de plus en plus de feux au printemps, mais également à l'automne. C'est notamment le cas dans notre département où, bien évidemment, cet été a été extrêmement sollicitant et extrêmement difficile pour mes troupes, mais également pour les autres services qui œuvrent dans la prévention et dans la défense de la forêt contre l'incendie. Mais il faut savoir que notre saison, nous, feux de forêt, a déjà commencé au printemps. Et que pour nous, elle n'est pas terminée, parce qu'elle ne se terminera qu'au mois de décembre, lorsque les premières neiges vont tomber, et lorsque les premiers froids vont recouvrir l'ensemble de nos forêts et du territoire départemental. Donc on est aujourd'hui dans un point de bascule en matière de feux de forêt en France. On voit bien que le réchauffement climatique, que l'on pensait présent, mais qui avait une cinétique un peu plus lente qu'on pouvait l'imaginer, c'est-à-dire que chaque année, il progressait, chaque année, on voyait ses effets. 2022 aura été vraiment le point de bascule, parce qu'on est rentré pleinement dans les conséquences de ce réchauffement climatique. Pour ce qui est des sapeurs-pompiers des Vosges, depuis 2020, on avait commencé à se préparer, on avait commencé à mettre en place des dispositifs opérationnels, on avait commencé à se renforcer en moyens de lutte contre le feu de forêt. 2022 sera le point de bascule dans cette préparation. Et donc il faut s'attendre dans les années à venir à ce que ce risque naturel ne soit plus situé en dessous de la Loire, ou en tous les cas en dessous d'une zone Lyon-Bordeaux, mais concernera l'ensemble du territoire national, parce qu'on a des forêts, et je laisserai mon camarade de l'ONF en échanger, on a des forêts qui ont subi beaucoup de stress hydrique depuis 5 ans, 5-6 ans, qui ont accumulé ce stress hydrique, que le climat a changé, on a de plus en plus de périodes chaudes, voire même très chaudes, parce que 2022 a été l'année où on a connu, ne serait-ce que sur le mois de juillet, 5 périodes de canicule à plus de 40 degrés, ou en tous les cas à plus de 37 degrés, ce qui est inédit dans l'histoire météorologique française. Et tous ces événements, tous ces aléas font que notre forêt, associée à, je dirais, les scolites, en tous les cas pour le département, et les dégâts qu'ils en ont fait, font d'une forêt qui est aujourd'hui je dirais pas en déperdition, mais en tous les cas, qui est plus soumise au risque feu de forêt qu'elle ne pouvait l'être il y a quelques années. Sur les forêts, on va y revenir parce qu'on a un spécialiste, quelqu'un qui va qui va nous éclairer, mais c'est sur la lutte, hein, puisque vous êtes un lutteur contre le feu. Je voulais savoir par rapport au Portugal, d'abord, est-ce qu'il y a, en sachant qu'évidemment avec Internet, avec tout ça, on n'est plus dans les cas de figure des années 70, est-ce qu'il y a des méthodes qui consistent à prévenir les gens qu'il y a un danger possible? Est-ce qu'on risque d'avoir des gens qui seraient pris au piège des flammes? Comment vous travaillez sur ces questions-là dans vos services? Alors, la doctrine française de lutte contre les feux de forêt est très ancienne, mais elle est aussi très réputée dans le milieu et en Europe. Elle associe à la fois la prévention et la lutte. Et cette lutte, elle est à la fois aéroportée et elle est à la fois terrestre. La prévention, c'est très tôt, notamment dans les zones au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon, depuis de nombreuses années, il y a une acculturation de la population au risque feu de forêt. Les communes se sont organisées, la population est avertie, il y a un certain nombre de dispositifs préventifs qui sont mis en place pour alerter sur le risque feu de forêt et observer des comportements qui permettent de ne pas faire éclore d'incendie de forêt,
mais également qui permet de réagir lorsqu'un incendie de forêt vient à éclore. Et ce système préventif touche au-delà de ce que l'on pourrait penser. On pense qu'on parle de prévention, campagne de communication, etc. Ça va bien au-delà, parce que tout à l'heure, mon camarade de droite parlait de l'interface forêt-habitat. Ça va même jusqu'aux éléments de plan d'occupation des sols, ou en tous les cas les documents d'urbanisme, où on fait une extrême attention à justement cette interface forêt-habitat, parce qu'en matière de lutte, pour nous, ce sont des points sensibles qu'il faut absolument protéger. Et j'y reviendrai dans la doctrine, dans la partie intervention. Et donc, cette partie prévention est très intégrée dans notre cursus administratif, ou en tous les cas, dans nos documents administratifs, pour qu'elle soit prise très tôt et permettre à chaque citoyen français, en tous les cas qui habite dans le sud de la France, d'être informé sur les risques, les conditions à observer lorsque vous avez une maison qui est en interface de la forêt, ou même en plein milieu de la forêt, hein, parce que vous prenez la forêt landaise, vous prenez les Landes de Gascogne, vous prenez certains massifs, notamment dans le Var, le massif du Muy, notamment, vous avez de l'habitat dispersé en plein milieu des massifs forestiers, qui pour nous représentent des risques, et qui pour nous sont source de dispersion de nos moyens, ou en tous les cas, qui sont des points d'inquiétude lorsque nous avons des départs de feu dans ces massifs-là. Après, sur la lutte, on a toujours associé en France la lutte contre les feux de forêt, à la fois avec des moyens aériens et des moyens terrestres. Et les moyens aériens, on les a vus cette année, hein, ils ont été extrêmement sollicités. À la différence des autres années, c'est que habituellement, ils étaient plutôt concentrés sur le sud, soit sud-ouest, soit sud-est, voire la Corse, lorsque les conditions étaient extrêmes. Là, on a eu une multitude de départs de feu en France, et donc il a fallu gérer au plus près les moyens, parce que lorsqu'on dit moyens aériens, soit, mais la disponibilité opérationnelle est tout autre. Quand vous avez un moyen aérien, en gros, vous pouvez l'utiliser entre 80 et 85% du temps. Le reste du pourcentage, c'est le temps de repos des pilotes, c'est la maintenance, parce qu'un avion ne peut pas voler 24 heures sur 24, c'est de l'entretien, c'est un certain nombre d'opérations qui ne peuvent pas être obérées. Et sur les moyens aériens, depuis longtemps, les SDIS et les sapeurs-pompiers sont équipés de moyens pour lutter contre les feux de forêt, au travers de ce qu'on appelle les camions-citernes feux de forêt, à la fois de moyenne et de grande capacité, et à la fois avec des techniques qui sont différentes en fonction des massifs et qui sont différentes en fonction des essences qui se trouvent dans les massifs. À titre d'exemple, on n'attaque pas un feu de forêt du sud-est de la France comme on l'attaque dans le sud-ouest de la France. Les feux de l'Andiras cette année sont révélateurs, où vous avez un couvert végétal qui est très dense, qui est très resserré, et qui ne permet pas, je dirais, une progression ou d'aller chercher le feu, comme on a pu le connaître nous cet été au Ménil ou dans le sud-est de la France. Mais je vous coupe là parce que en fait vous parlez de régions qui sont littorales, hein, les Landes avec l'Atlantique, mais quand c'est dans les Vosges, que vous allez aller chercher où l'eau? C'est un autre paramètre qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, nos massifs forestiers, les ressources en eau sont très rares, ce qui fait qu'on se doit de mettre en place des dispositifs opérationnels qui permettent d'assurer la pérennité de la chaîne de l'eau, comme on l'appelle dans notre jargon, et ça nécessite des moyens, ça nécessite des hommes, et ça nécessite des ressources en eau. Typiquement, pour revenir à notre territoire départemental, le feu de Ménil en est l'exemple, c'est que l'apport des agriculteurs a permis aux sapeurs-pompiers d'assurer cette pérennité de la chaîne de l'eau et de faire en sorte de limiter le feu de forêt du Ménil. Sans les agriculteurs et sans cette pérennité de chaîne de l'eau, aujourd'hui le feu de Ménil n'aurait pas fait le nombre d'hectares qu'il a fait, mais on serait plutôt sur des dizaines de milliers d'hectares brûlés si cette chaîne de l'eau n'était pas assurée. Alors vous allez me dire comment on fait pour assurer cette chaîne de l'eau ou comment on fait pour pallier à cette difficulté. Il existe différents dispositifs et on travaille en ce moment avec l'ensemble des partenaires pour disposer au sein des massifs de réservoirs d'eau permettant, lorsqu'il y a un incendie, aux camions de pompiers, aux sapeurs-pompiers,
de se ravitailler et d'assurer cette pérennité de l'eau et cette pérennité de la chaîne de l'eau. Alors, c'est particulier parce qu'il faut choisir les bons endroits de telle manière à ce que les intervenants ne soient pas en insécurité, parce que vous pouvez avoir des citernes dispersées dans le massif, mais si vous avez un feu qui arrive sur la citerne, votre citerne, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc c'est une réflexion en amont, en fonction des essences, en fonction des accès, en fonction des endroits, de l'accessibilité, bref, il y a tout un tas de paramètres que l'on étudie, et on est en train d'élaborer un plan pour doter nos massifs de réserves en eau permettant d'être utilisables prochainement ou dans les futures années en cas d'incendie. Bon, merci beaucoup, hein, vous nous rassurez. J'espère que, bon, avec l'angoisse qu'on a eue de voir ce qui se passe au Portugal se développer en Europe, on a apparemment des services qui sont dignes au fond de la confiance qu'on leur fait, et effectivement c'est rassurant. Alors, chers voisins, collègues, vous allez nous parler du problème vosgien, hein, parce que là il y a beaucoup de Vosgiens qui attendent de savoir s'ils peuvent mettre leur petite cabane à côté d'un petit bois où il n'y a pas d'eau. Donc parlez-nous un petit peu de la manière avec laquelle d'abord vous voyez l'ensemble du massif, et puis au fond peut-être les problèmes un peu plus particuliers de votre travail. Bon, alors le premier constat qu'on peut faire, hein, que je pense qu'il est partagé par tous, c'est que le dérèglement climatique est là. Comme l'a rappelé le colonel Ouvrard tout à l'heure, nous on s'est structuré dans le Grand Est à partir de 2019-2020 pour prendre en compte le risque incendie. En 2020, donc à l'ONF, hein, on est structuré avec donc, un pilote de réseau au niveau du massif vosgien et des correspondants en agence ONF, donc en gros un correspondant pour 100 000 hectares. On a monté ce réseau en 2019-2020. 2020, on a connu quelques épisodes de sécheresse avec des petites adaptations qui étaient nécessaires. Et 2021, quand on a commencé à parler de risque incendie, eh ben, les oreilles n'étaient plus si attentives qu'avant. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle de l'année 2021, mais ancestralement, c'était une année normale. Dans le cadre du dérèglement climatique, l'année 2021 sera une année anormale. L'année normale, ce sera l'année 2020. En 2040, ce sera l'année 2022. Enfin, c'est ce qu'on pensait jusqu'à présent. Ce qui s'est passé cette année dans les Vosges, à la fois en termes d'incendie, mais aussi en termes de sécheresse, de problèmes de précipitation, de réserve en eau. Hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le préfet a toujours maintenu l'arrêté de restriction d'eau dans les Vosges. J'ai perdu le fil du coup. Donc ce qu'on a connu là en 2022, c'est quelque chose qui, d'après les projections, aurait dû arriver en 2030. On a 8 ans d'avance. Voilà. Ça montre que, en fait, toutes les projections qu'on fait au niveau du réchauffement climatique, le terme réchauffement n'est pas forcément le bon, hein, on peut parler de dérèglement. Et ben, tout ce qu'on pensait jusqu'à présent peut être balayé d'un revers de main. Et c'est cette année qui nous l'a montré. Hein. Donc, si on prend le risque au niveau du massif vosgien, on ne peut pas catégoriser le risque d'une manière unique au niveau du massif vosgien, parce que le massif vosgien, c'est, à l'échelle française ou européenne, c'est une petite montagne. Par contre, le massif vosgien, c'est un ensemble de petits microcosmes. Hein. En fonction des vallées, de l'exposition des vallées, de l'altitude, vous avez à chaque fois un territoire différent, qui est composé d'un sol différent, qui est composé de peuplements différents, qui a une quantité de précipitations différentes. Donc on ne peut pas vraiment raisonner à l'échelle du massif vosgien. La trame lissante, c'est qu'on augmente le risque, et il y a des zones qui vont être beaucoup plus exposées que d'autres. Et les zones, de toute façon, dont on sait pertinemment bien qu'elles vont être exposées, ce sont les zones à l'interface forêt-habitat. Hein. Si on fait un parallèle avec le sud de la France, hein, on a rappelé tout à l'heure qu'on était déjà organisé dans le sud. Il faut savoir qu'à l'échelle du sud, donc sur la fameuse ligne Bordeaux-Lyon, on a 39 départements qui sont classés au titre du code forestier comme étant à risque feu de forêt. Et sur ces 39, il y en a 15, donc de l'arc méditerranéen, plus la Drôme et l'Ardèche, qui bénéficient de ce qu'on appelle une mission d'intérêt général feu de forêt.
avec des moyens dédiés, des opérateurs dédiés, des missions spéciales dans les préfectures, hein, qui font la coordination pompiers, préfectures, enfin tous les acteurs. Et maintenant, la clé en lien avec le dérèglement, c'est de savoir jusqu'où il faut aller dans les autres départements et à quelle vitesse on y va. Donc, poser ce constat, est-ce qu'on a besoin d'y aller tout de suite dans les Vosges? Pas sûr. Pas sûr qu'il faille y aller avec la même intensité que dans le sud. Donc on y travaille. Hein, pour ne rien vous cacher, on se voit la semaine prochaine pour débriefer de l'incendie marquant de l'année. Et on va poursuivre les démarches qui ont été engagées depuis 2020, peut-être en appuyant un tout petit peu plus sur l'accélérateur que ce qui était prévu. Voilà. Mais notre collègue portugais évoquait la question des plantations, hein, parce que les Vosges, donc vous allez peut-être nous dire un peu quelle est la répartition de la forêt, on va dire traditionnelle, mixte, par rapport à la forêt de plantation, qui est donc monospécifique et qui, elle, est peut-être plus vulnérable. Est-ce que vous avez des réflexions sur ces deux types de forêts ou pas? Alors, on sait très bien que d'une manière générale, dans le cadre du dérèglement, il faut tendre vers des peuplements mélangés. Le peuplement traditionnel de la forêt vosgienne, c'est la hêtraie sapinière. Bon, la forêt vosgienne, il ne faut pas se le cacher, hein, c'est pas une forêt naturelle, c'est une forêt qui produit du bois, qu'on utilise. Hein. La preuve en est, si on n'utilisait pas de bois, vous seriez assis sur du béton. Dans le cadre du dérèglement, on sait que toutes les essences vont être amenées à migrer dans un sens ou dans un autre. Il y a à certaines altitudes, en fonction du changement de conditions climatiques, on va perdre du hêtre, le chêne va peut-être remonter en altitude, on va perdre l'épicéa qui va lui se cantonner au-delà de l'étage 1200 si tout va bien. L'enjeu, c'est à la fois d'arriver à une transition vers une forêt un peu plus mélangée, mais aussi prendre en compte le dérèglement dans l'adaptation des essences. On sait pertinemment bien qu'on n'arrivera pas... la vitesse de migration des essences est beaucoup plus lente que le dérèglement climatique. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'aider la forêt à supporter le dérèglement. Mais quand on dit aider, ça ne veut pas dire qu'on va planter 50% de la surface. Hein? Il faut savoir que l'effort de régénération qu'on porte en forêt publique par plantation, ça représente à peu près 5% de l'effort de régénération globale de la forêt. Tout ça, ça s'accompagne par une structuration de toute la filière. Hein? On peut vouloir planter des millions et des millions de plants si on n'a pas de graines, si on n'a pas de structure pour élever les plants, si on n'a pas de personnes pour les planter, pour les entretenir, eh ben, on ne pourra pas y arriver. Là, on est déjà en limite de ce qu'on arrive à faire pour l'instant. Hein. On plante tout ce qu'on arrive à planter. Mais, de toute façon, la trajectoire, c'est pas de planter à outrance. Hein. C'est d'essayer de profiter de ce que la nature nous offre et de voir si on arrive à accompagner le changement. Mais ça, c'est une doctrine très récente à l'ONF. Dans le film de Xavier Drouet, que vous avez sans doute vu, qu'on avait passé à Saint-Dié il y a 3 ans justement, et qui racontait, qui donnait témoignage de quelques personnes de l'ONF, alors pas de votre service, mais vraiment des gens qui sont dans les forêts, qui racontaient notamment comme dans certaines professions, l'agriculture, des suicides. De gens qui, en fait, n'arrivaient pas à se faire entendre de l'administration de l'ONF quant à la dégradation de la situation de la forêt, et en l'occurrence, dans le film, il s'agissait de la forêt vosgienne. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur ces débats, si vous le connaissez, de manière à ce qu'on sache un peu comment s'équilibre le fait qu'effectivement il faut du bois, et nous avons besoin de bois partout en France, alors d'ailleurs on est déficitaire, mais en même temps
les forêts les plantations monospécifiques, c'est pas l'avenir, donc comment on fait? C'est pas que les plantations monospécifiques, c'est pas l'avenir. Il faut s'adapter. Hein, ce qu'on essaye de porter, en fait, c'est l'adaptation. On essaye de faire de l'adaptation au changement climatique. Il faut essayer de planter et mélanger avec des essences qui sont capables de grandir ensemble. C'est toute une stratégie qu'il faut définir. Jusqu'à, je ne sais pas, dans les années 90-95, le dérèglement climatique, on commençait à en prendre conscience, mais on ne connaissait pas forcément encore la vitesse à laquelle il allait arriver. Et donc ça a fait qu'il a fallu à un moment donné changer totalement de paradigme. Il faut se rappeler quand même que toute notre culture, entre guillemets, de plantation, que ce soit aussi bien en termes de forêt publique, mais aussi de forêt privée. Hein. Parce que en France, dès qu'on parle de forêt, on pense à l'ONF, mais il faut quand même se rappeler que 70% de la forêt française est privée. Elle n'est pas publique. Hein. Ce qu'on connaît dans les Vosges, et a fortiori en Alsace, c'est pas la situation française. Dans les Landes, 90% de la forêt est privée. Hein, seulement 10% est gérée par l'ONF. Elle est gérée par l'ONF, non? En partie, non? Les 10%. Alors, manque de chance, le forêt de la Teste de Bûche, dont on a entendu parler, il a dévoré la forêt domaniale de la Teste de Bûche et une partie du corps militaire. C'est pour ça qu'on a parlé de l'ONF. L'ONF peut intervenir en termes de prévention sur les incendies de forêt, dans les forêts qui relèvent du régime forestier, sauf dans les 15 départements dont j'ai parlé tout à l'heure, et dans lesquels ne figurent pas les départements ni de la Gironde ni des Landes. Hein, donc l'ONF est intervenu dans les Landes, je pense sur réquisition de l'autorité préfectorale, pour exercer les mêmes missions qu'elle exerce dans le sud-est, mais normalement, elle doit se cantonner aux forêts relevant du régime forestier. On n'a pas à intervenir en forêt privée. Bon, je repose ma question autrement, mais est-ce qu'à l'intérieur de l'ONF, il y a un débat, et comment il s'organise, s'il y en a un, entre ceux qui pensent qu'il faut vraiment accélérer la transformation de la forêt, et ceux qui ne sont pas capables de le penser, ou qui ne sont pas capables de l'imaginer? Est-ce que vraiment c'est important? Parce que c'est rare, hein, vous savez, l'ONF, moi, on a essayé de faire des enquêtes, nous, avec nos étudiants, hein, à Modeste. Bon, vous n'avez pas le temps, hein, mais on n'arrivait pas à savoir grand-chose sur la façon dont ça fonctionne, donc comment sont prises les décisions, qui est-ce qui décide que ce type de forêt va être replanté autrement, qu'on arrête les coupes rases, etc. Tout ça, on ne sait pas. Hein, l'ONF, pour nous, c'est un truc... On a des documents, des directives qui nous permettent de nous projeter et de voir vers quoi on va tendre. Et ces directives-là ne sont pas figées dans le temps, elles évoluent en fonction de ce qu'on constate. Et c'est pas parce qu'on a décidé à un instant T de faire ça que si la situation l'exige 5 ans ou 10 ans plus tard, on ne va pas changer de paradigme. Hein. Je crois qu'il faut prendre conscience qu'en matière de feux de forêt et de prévention du risque feu de forêt, parce que nos échanges que l'on a jusqu'à présent, on est sur de la prévention, hein, lorsqu'on veut changer les essences, etc. Ça fait partie de la prévention. On est sur un temps long. Et ça, dans la société dans laquelle on vit, on a du mal à l'accepter parce qu'on est plutôt dans une société d'instantanéité, d'action-réaction et, je dirais, d'aller vite. Le risque feu de forêt et la prévention du risque feu de forêt, de quelque nature qu'elle soit, cette prévention, on est sur un temps long. Lorsque on prend la décision de changer les essences sur une parcelle qui vient de brûler, on n'en verra les effets que 25 ans après, que 30 ans après. La période que l'on a connue dans les Vosges cet été, les mesures de prévention que l'on est en train d'élaborer en termes d'acculturation de la population, en termes d'acculturation des utilisateurs du massif, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le massif des Vosges est le massif le plus utilisé de France. Et le plus dense. Et le plus dense, alors le plus utilisé,
et le plus dense en termes d'habitat et de points sensibles. Et donc, nécessairement, cette acculturation prendra du temps. C'est pas demain que l'ensemble des utilisateurs du massif, que l'ensemble des habitants du massif, de la population qui vit dans le massif, va prendre conscience qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas faire de feu en forêt, qu'il ne faut pas faire de barbecue, que les feux nus, il faut les proscrire. Ça prendra du temps. On est sur un temps long. Et ça, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, on a peut-être du mal à l'intégrer, on a peut-être du mal à le comprendre, mais malheureusement, la nature, elle, c'est elle qui dicte ses règles, et ces règles, c'est un temps long. Donc lorsque on parle de repeuplement, lorsqu'on parle de changement d'essence, lorsqu'on parle d'exploitation de la forêt, notamment la forêt vosgienne, comme le disait mon camarade de l'ONF, qui est une forêt d'exploitation, hein, on utilise le bois, on est sur un temps long. Et ça, malheureusement, ce temps long, eh bien oui, c'est un temps qui va à notre rencontre. Quand je dis à notre rencontre, c'est-à-dire qu'il va à l'opposé de ce que nous, on voudrait, c'est-à-dire que du jour au lendemain, toutes les mesures de prévention soient efficaces pour que on ne parle plus de feux de forêt dans les Vosges ou ailleurs en France. Et malheureusement, je pense que chacun ici présent, mais également en dehors de cette salle, doit prendre conscience que ce temps, il est long, et que ce que l'on fait là, aujourd'hui, on ne verra les effets qu'au minimum dans 15-20 ans. Monsieur Gonzalez, comment vous écoutez nos débats là aujourd'hui en disant mais ces Français, ils sont à côté de la plaque, vous voulez lui passer le micro, ils ont 15 ans de retard, comment vous nous écoutez là? Non, pas du tout. J'écoute avec du souci parce que tout ce qu'ils disent, je souscris à 100%. Parce qu'il y a deux ou trois choses qu'on doit savoir. On a du feu, on a eu du feu et on aura du feu toujours. Ça, c'est une réalité. On va avoir toujours du feu. Hier, j'ai essayé de le reprendre, mais je ne l'ai pas ici. J'étais en train de regarder un document de France de 1143. 1143. Où il a eu une énorme sécheresse ici en France et il y a eu plein de feux de forêt. 1143. En 1949, vous avez eu un des pires incendies de tous les temps dans les Landes avec plusieurs morts, quelque chose d'affreux. Si on voit en Sibérie, il y a des feux de forêt terribles. En Alaska, on a des feux de forêt. En Irlande, dans les bogs, on a des feux de forêt. Alors, ce n'est pas seulement dans le monde méditerranéen. Naturellement, le climat, le paysage qui a été très changé à cause des pâturages, à cause de tout ça, est très, très, très flammable. Alors, c'est plus urgent pour nous au Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce. Tout le monde se rappelle des tragédies de Grèce en 2018, en Australie, en Californie. On n'a pas tellement de temps. Et si on voit le cycle de la catastrophe, il y a 3 échelles. Avant, durant, pendant et après. Et on ne peut pas négligencier aucune d'elles. Et je souscris totalement le temps qu'il faut pour changer, par exemple au Portugal, on doit changer les attitudes et les comportements des gens qui mettent 10 000 feux par an dans nos forêts. Et on ne parle pas de criminels, on parle des gens normaux qui ont besoin de régénérer les pâturages pour élever les chèvres, les moutons, les vaches, tout ça, c'est indispensable pour eux. Et on a besoin que notre ONF, au Portugal, ça s'appelle les CNF, qui fait son travail, mais aussi au Portugal, ils n'ont pas tellement de recours de personnel, c'est toujours difficile. Mais quand on parle de 25 ans, par exemple au Portugal, on a plein de projets pour éduquer, pour former, pour sensibiliser les jeunes. Mais on a un grand problème, peut-être en France c'est pareil, il faut aussi éduquer les politiques.
Parce que ce sont eux qui décident et normalement ils décident très mal. Et je l'ai dit plusieurs fois, cette année au Portugal on a eu plein de feux de forêt. Je suis allé plus de 30 fois à la télé nationale et j'ai dit ça. Parce qu'ils décident mal. Et par exemple, à propos de 2017, ils ont pris une douzaine de pompiers et ils sont en train de les juger à cause de tous les morts. Quand c'était tout le système depuis 30, 40 ans qui a failli. Ce ne sont pas 3, 4, 5 personnes qui ont commis des erreurs. Et s'ils ont commis des erreurs, c'était en train d'essayer de faire le meilleur qu'ils pouvaient faire. Alors c'est affreux. Alors on a besoin de temps, mais aussi on n'a pas tellement de temps parce que le dérèglement climatique, il est là. Il a apporté Ophélia au Portugal avec des feux de forêt. On a vu cette année-ci à Londres des maisons qui brûlaient, comme si on était en Grèce. Tout le monde a assisté, des gens qui sont morts à Londres. Et on ne parle pas du parallèle de Bordeaux-Lyon. On est franchement plus haut en latitude. Alors le problème, c'est terrible. Et je crois que c'est très important que dans ces latitudes où le problème n'est pas encore très grand comme au Portugal, comme en Espagne, comme en Grèce, il faut avoir les mesures dès aujourd'hui, dès hier, dès avant-hier, parce que sinon, dans 1 an, 2 ans, vous aurez un problème très proche du problème au Portugal. Et ça, c'est terrible. Par exemple, vous avez parlé de l'époque des feux qui s'élargissent. En 2017, presque tout le monde a été mort en juin et en octobre, hors du limite naturel du feu de août, de septembre. C'est quelque chose d'affreux. Et la pression opérationnelle, c'est terrible au Portugal. On a, je peux le dire, on a des meilleurs pompiers du monde. Et de toute façon, il s'échappe toujours 1-2% des feux. Alors c'est vraiment difficile. Mais au Portugal, on a d'autres problèmes que probablement vous n'avez pas. On n'a pas encore le cadastre forestier. On ne sait pas à qui appartient la plupart des 13 millions de propriétés forestières. Parce qu'au Portugal, plus de 80% des propriétés forestières sont des privés, des tout petits privés avec 1, 2, 3 hectares. Alors on a besoin du cadastre, mais on a surtout besoin d'une chose. Pour changer nos paysages, il faut qu'on prévoie des alternatives économiquement viables pour les propriétaires. Sinon, tout va rester exactement comme il est en ce moment. Même si on fait des cours d'éducation, par exemple dans mon université, on a initié maintenant un cours de protection civile et de gestion et d'aménagement du territoire. On peut tout faire, mais si on ne rend pas rentable ces territoires, les gens ne vont rien faire. Et on ne peut pas passer tout le temps en donnant des subsides qui viennent de l'Europe, des subsides qui viennent d'ici au-delà, parce que ça va finir et on a besoin d'un vrai changement. Mais pour ça, il faut dire aux gens, arrêtez avec les eucalyptus et vous avez cette alternative qui vous donne un bon argent, un bon rendement, merci. Parce que sinon, tout va rester exactement comme il est en ce moment. Monsieur Oubrard, je voulais vous demander, puisque là on vient de parler de France-Portugal, il y a une question qui revient souvent, c'est comment se fait-il que en Californie, qui est un pays riche, hein, on dit souvent que c'est la 5e puissance économique du monde, non seulement on a autant d'incendies, parce que ça on le sait maintenant, mais pourquoi on a autant de morts dans ce pays, qui est un des pays les plus riches du monde? Est-ce que vous avez une idée, ou est-ce que vous pourriez nous dire, au fond, des centaines, voire parfois même on a dépassé le millier de morts il y a quelques années? En Californie, c'est l'État des États-Unis qui rassemble avec le Colorado le plus grand nombre de parcs nationaux, qui sont très fréquentés et qui n'ont pas la même gestion que l'on peut avoir nous en France. Et la forêt californienne n'est pas du tout la même que celle que l'on a en France.
Typiquement, en Californie, je passe sous le couvert de mon camarade de droite, on va retrouver ces eucalyptus, on va retrouver des essences qui sont très inflammables. Et donc du coup, on a des progressions de feu qui sont à des vitesses énormes et qui vont ravager des milliers d'hectares en très peu de temps. Et la doctrine opérationnelle des pompiers américains n'est pas du tout la même que celle française, que celle des sapeurs-pompiers français. Le feu de forêt aux États-Unis, il n'est pas abordé comme nous on peut l'aborder en France. Aux États-Unis, les engins de lutte contre le feu urbain servent également au feu de forêt, avec tous les handicaps que vous pouvez trouver. Pas de système hors chemin, voilà. Donc on est sur des paradigmes qui sont totalement différents entre les anglo-saxons et les Européens. Est-ce que dans la construction de votre doctrine, au fond, il y a eu quelque chose dans l'histoire qui a fait que, par exemple, oui, vous avez pris conscience plutôt voilà, de paramètres concernant les risques. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots, quand est-ce que s'est constitué en France le corps des pompiers? Oh, le corps des pompiers est très ancien. On a fêté très récemment les 300 ans du centre de secours de Remiremont, où déjà, du temps d'une chanoinesse, le corps des sapeurs-pompiers avait été constitué. Plus particulièrement sur les feux de forêt, c'est le feu d'après-guerre, comme le disait notre camarade, d'après-guerre en 1949 dans les Landes, qui a vraiment fait prendre conscience à la France et au département méditerranéen et des Landes de Gascogne des ravages que peut faire un feu de forêt. C'est de là qu'un certain nombre d'initiatives a été prise, et notamment une entente qu'on appelle l'entente pour la forêt méditerranéenne, qui s'est constituée pour essayer justement d'établir des mesures de prévention, d'établir une inculturation de la population, etc., de faire prendre conscience que le risque feu de forêt était très présent. Et aujourd'hui, on en voit les résultats. Si aujourd'hui, en France, on a soit des feux, mais des feux qui ne sont pas d'une proportion comme on peut connaître au Portugal, bon, l'année 2022 avec l'Andiras est une exception, mais habituellement, le plus gros des feux que l'on ait fait aujourd'hui, il date de 2003, il avait fait 10 000 hectares, c'est le feu du Muy. Sinon, on est sur des feux à 2-3 000 hectares, qui restent des feux dimensionnants, mais on est loin des 10 000, des 100 000 hectares que l'on peut connaître, par exemple, aux États-Unis. Pourquoi on a cette superficie? C'est parce qu'on a associé de la prévention à la lutte. Et cette prévention, elle date d'il y a 30, 40, 50 ans, et on en voit aujourd'hui le résultat. Alors, on espère tous qu'on ait une saison avec 0 feu dans l'Hexagone. Malheureusement, 90% d'entre eux étant d'origine humaine, ça ne sera pas possible. Mais en tous les cas, si on a très peu de feux, qui prennent une proportion inégalable, ou en tous les cas ingérable, c'est parce qu'on a des mesures de prévention et des mesures de lutte qui ont été réfléchies, qui ont été adaptées, qui chaque année font l'objet d'un retour d'expérience pour adapter cette doctrine, et ça, on le cultive depuis 30, 40, 50 ans. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on était sur un temps long, et ce temps long, il faut l'accepter. Il faut accepter qu'aujourd'hui, les feux qu'on a connus dans les Vosges en 2022 vont nous servir, on est en train de travailler, on va essayer de mettre en place des mesures de prévention, des mesures d'acculturation de la population, mais on en verra les effets que dans 10, 15, 20 ans. Et on a un double défi, c'est que ce temps, il est long, on ne pourra pas le raccourcir, même si on veut tous que ce temps soit le plus court possible, mais l'autre enjeu, c'est l'arrivée du changement climatique ou du dérèglement climatique, qui lui est beaucoup plus rapide que ce temps. Parce que comme l'a dit mon camarade de l'ONF, on était plutôt sur des prospectives 2030, 2040, on est en 2022, on a 8 ans d'avance. Ça veut dire qu'on a un risque qui est excessivement présent, qui le sera encore plus dans les années qui arrivent, et à côté de ça, on a des mesures de prévention qui vont prendre du temps. Juste pour illustrer mon propos, à la suite du feu du Ménil, on a mis en place un certain nombre de dispositifs de surveillance. On a retrouvé dans le massif des feux nus. Alors que à quelques kilomètres de là,
il y avait un feu de forêt qui a ravagé près de 50 hectares. Donc c'est pour vous dire le travail qui reste à faire sur cette acculturation du risque, sur les mesures de prévention qui restent à observer lorsque les conditions climatiques, les conditions hydrogéologiques sont défavorables, parce qu'on est dans une région qui n'était pas habituée à ce type de risque. Eh bien, merci beaucoup déjà pour cette première étape. Nous avons la chance d'avoir une demi-heure de temps pour poser des questions, débattre un peu, donner des témoignages. Donc, on va passer un micro, je ne sais pas où il est. Voilà, il est par là avec monsieur un micro. Et donc, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, peut-être en premier temps, est-ce que, voilà, madame, on va vous passer un micro. Voilà, et je laisse derrière monsieur. Oui, j'ai eu l'occasion cet été d'être tout près du Ménil et de rencontrer des personnes qui habitaient le Ménil et qui ont été menacées par l'incendie. Or, il se trouve qu'il y avait eu une grosse averse à Gérardmer et sur la région et elle a interrompu les randonnées pédestres. Et parlant avec cette personne qui était en randonnée pédestre, j'ai dit très naïvement, les chansons-là, c'est plus c'est merveilleux. Elle m'a dit, ne m'en parlez pas, ça, on n'a pas pu continuer à marcher, etc. Bon, ce que je retiens, j'ai été offusquée évidemment, mais je n'ai pas voulu en parler davantage. Ce que je retiens, c'est que même s'il y a un éveil des consciences, une éducation qui est faite, je trouve qu'elle est tellement insuffisante par rapport aux enjeux. Est-ce que dans les écoles primaires, où on parle de la sexualité, de l'espoir, qui est quelque chose de très important, et j'ai rien contre les collègues enseignants, est-ce qu'on met le paquet sur cette question de l'entretien des forêts? Est-ce qu'on a, par exemple, en été, des patrouilles dans les forêts? Moi, j'ai vu des gens, il y a 2-3 ans, alors qu'on avait une grande sécheresse, qui avaient fait un feu à nu sur le sol et qui se faisaient cuire des merguez. Ça peut pas continuer, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Est-ce qu'on a vraiment mis les moyens qui correspondent à l'ampleur du problème? C'est l'enjeu, en tous les cas pour les Vosges, c'est l'enjeu. Il faut savoir que le massif, jusqu'à cette année 2022, n'était pas considéré comme, on peut dire, inflammable. En tout cas, on avait des espèces dont on savait leur potentialité de feu ou de propagation du feu, mais en aucun cas on avait eu jusqu'à 79 feux en une semaine. C'est inédit dans le département. Alors pour revenir à la prévention, non, jamais on a inculqué dans nos écoles, qu'elles soient primaires, collège ou lycée, des mesures de prévention relatives au feu, relatives aux incendies de forêt, ou voire même aux incendies domestiques. C'est tout l'enjeu. Je veux juste rappeler que depuis 2004, il existe une loi, qui est la loi de modernisation de la sécurité civile, qui dispose que le premier acteur de la sécurité, c'est le citoyen lui-même. Donc ça passe par l'éducation, ça passe par de l'information, mais il y a véritablement un continuum à créer, à entretenir, pour que dans 10 ans, dans 15 ans, on ait des mesures de prévention qui soient efficaces, ou en tous les cas, qu'on voie les effets de ces mesures de prévention. L'éducation en fait partie, l'information du public qui fréquente le massif en fait une autre partie, parce que j'adhère complètement à ce que vous venez de dire, hein, sur les feux nus. Moi j'ai commandé les opérations de secours sur le Ménil, je peux vous assurer qu'on a été surpris et désagréablement surpris dans certaines situations où, à quelques centaines de mètres, ou j'exagère un peu, je suis un peu marseillais, mais à quelques kilomètres du feu, on a découvert des feux nus de personnes qui n'avaient pas conscience de ce qui se déroulait sous leurs yeux. Donc on a toute une acculturation à faire auprès de la population résidente, de la population estivale qui viennent fréquenter le massif. Hein. J'insiste bien que sur le massif, c'est le massif le plus utilisé de France. Donc c'est pas rien, parce que, in fine, pour les services de secours que j'ai l'honneur de diriger, ce sont autant de points délicats à gérer dès lors qu'il y a un incendie qui éclot. Justement, juste là-dessus, une petite remarque avant votre question. Est-ce que le caractère spectaculaire du feu qui est filmé et diffusé à la population tous les jours par la télévision et les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose qui
qui n'est pas ambivalent dans le sens où effectivement bon, ça informe, ça peut faire peur à des gens, donc du coup c'est peut-être pas mal, je ne sais pas, et puis accessoirement ça en criminalise certains. Nécessairement qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, où les réseaux sociaux sont plus que présents, voire omniprésents, la diffusion d'images, voire même en direct, est ambivalente, nécessairement. C'est nécessaire parce qu'il faut que la population prenne conscience et que les utilisateurs du massif prennent conscience que le massif est exposé, dorénavant. Mais également, il faut faire attention parce qu'effectivement, ça peut éveiller quelques envies parmi certains. Est-ce que je peux ajouter une chose? Seulement pour ajouter une chose à propos de l'expérience au Portugal. Fréquemment, les télévisions ne font pas un bon travail parce qu'elles aiment spectaculariser le drame et le jour où le feu termine, il n'y a plus de télévision à propos de ça. Et c'est à l'hiver, au printemps, en août, qu'on devrait parler calmement pour enseigner les gens. Alors, j'ai parlé des politiciens avant, mais il faut aussi éduquer les journalistes et surtout ceux qui commandent les télés. Parce que les journalistes, souvent, ils savent faire son travail, ils font un très bon travail, mais ils ont la pression des chefs. Alors, il faut qu'ils donnent la maison qui brûle, la femme qui pleure, la vache qui a brûlé. Et ils n'enseignent pas les gens, ils ne contribuent pas pour éduquer, pour une culture de autoprotection. Parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas qu'en été, avec 35 degrés, avec 25%, il ne faut pas aller faire aller randonner dans une forêt. C'est dangereux, c'est terrible, ils peuvent mourir. Alors il y a un grand travail, comme disait mon collègue, il y a un grand travail qui prend du temps, qui prend beaucoup de temps. Mais il faut éduquer les jeunes, il faut éduquer les journalistes, il faut éduquer les politiciens, il faut éduquer les scientifiques pour qu'ils transmettent ce qu'ils savent à tout le monde. Il faut éduquer tout le monde pour qu'on puisse collaborer. Au Portugal, en ce moment, on fait un grand un effort pour que les scientifiques parlent avec les pompiers parlent avec les forestiers parlent avec... Parce que sinon, si on travaille toute seule, c'est impossible. Alors, c'est un des thèmes les plus disciplinaires, pardon pour mon français. Mais il faut travailler ensemble, sinon c'est impossible d'arriver où que ce soit. J'avais juste un point, monsieur. J'avais juste un point. Vous parliez de la surveillance. Il faut savoir que le week-end du 15 août, il y a eu un appel qui a été fait par l'ONF à tous les volontaires disponibles chez nous et on a tourné. C'est pour ça que sur le feu du Ménil, on a pu être présent extrêmement rapidement. Pour vous donner un exemple, sur le feu du Ménil, donc les pompiers étaient en train d'intervenir au Ménil, il y a un appel qui arrive à Épinal, ils disent il y a un feu à Dommartin. On envoie un forestier pour voir. En fait, c'était la colonne de fumée du Ménil que les gens avaient vu. Sauf qu'en repartant, il est tombé sur un groupe de jeunes qui faisaient un barbecue. Voilà. Donc, il faut savoir que le massif vosgien, c'est 30 000 km de sentiers. Donc, on ne peut pas mettre un forestier partout, tout le temps, c'est pas possible. Donc, tout ça, ça fait partie du travail qu'on va mener en concertation. Toute la réflexion, un peu dans la même veine de ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'on s'adapte. On l'a dit, le massif vosgien, c'est un massif de production. Ici, l'ONF, on est souvent montré du doigt comme étant peut-être des coupeurs de bois. On essaie quand même de promouvoir la gestion multifonctionnelle de la forêt. Il faut qu'on s'adapte. On ne sait pas encore comment on va le faire, à quelle vitesse, mais c'est un nouveau risque qu'on ne connaissait pas avant qu'il faut qu'on prenne en compte. Donc des tournées de surveillance, on en fait. On en fait de plus en plus. Je pense que tous ceux d'entre vous qui vont en forêt, depuis quelques temps, revoient des hommes verts, qui avaient peut-être un peu moins, qui étaient un peu moins apparus un certain temps. On revient à certaines missions. Mais c'est pas que pour faire de la répression. On est dans une démarche globale, il n'y a pas que le feu de forêt, on est dans l'éducation à l'environnement.
Le feu de forêt, c'est une partie de l'environnement au sens large. Donc il faut toucher toutes les tranches de la population. C'est sûr que l'école, c'est le primo. Mais après, moi j'ai eu le plaisir de faire des tournées de surveillance où les gens me posaient des questions de gestion forestière. Quand on s'intéresse à notre métier, nous on est les premiers à essayer de défendre ce qu'on fait parce qu'on aime ce qu'on fait, quoi. C'est pareil pour tout le monde, c'est pareil pour les pompiers, pour les géographes. Voilà. J'ai un ancien élève qui est à TF1 et qui m'a expliqué que, en fait je ne peux pas lui dire TF1 mais parce que je pense que TF1 c'est pareil, en fait son travail, son chef, pas le journaliste, lui il est bien éduqué puisqu'il a été mon élève, mais il doit faire du sensationnel. Voilà, il doit faire en sorte que les gens soient scotchés devant ces télés avec des images sensationnelles. Vous voyez, donc c'est compliqué, il faut aller aussi chez les financiers de l'information. Donc ça, c'est un autre sujet. J'ai fait un reportage télé pour expliquer le risque dans les Vosges. On a été contacté suite aux différents communiqués de presse qui avaient été faits par l'ONF début juillet. Et en fait, on nous a clairement expliqué que pour que le reportage soit vendeur, il fallait parler des pompiers. Donc le reportage devait faire 1 minute 30, 30 secondes sur un exercice feu de forêt des pompiers, 30 secondes l'ONF, 30 secondes, sensationnel, on va voir les Canadaires. Voilà. Et, bon, magie du temps, le reportage est passé un week-end pluvieux. Voilà. Donc ça a aussi beaucoup moins d'effet, quoi. Bien, merci pour tout ce que vous avez dit parce que c'est quand même assez significatif. Professeur Gonzalez, une question quand même sur les alternatives qui sont proposées justement à cette multitude de petits propriétaires fonciers de 3-4 hectares pour qui effectivement la vente de l'eucalyptus a évidemment un rôle économique vital. Ça, ce serait la première question que j'aurais envie de vous poser. Et vraiment, je vous remercie surtout pour avoir essayé d'alerter l'opinion dans votre pays, notamment en étant sur les plateaux télé, parce que c'est aussi là-dessus qu'il faut effectivement que les géographes descendent et se manifestent. Ça, ce serait le premier point. Mon colonel, pour ce qui concerne les doctrines, notamment d'engagement et de lutte, vous avez surtout parlé, et vous avez raison, forcément, vous avez surtout parlé de la prévention. Je crois que la question, c'est au moment de la lutte contre les incendies, lorsque vous êtes effectivement confronté à des exploitations de forêts privées qui sont, puisque le lieutenant de l'ONF nous l'a rappelé, la majorité du massif forestier français est privé, c'est est-ce que vous avez des moyens, y compris coercitifs, parce qu'à un moment donné, il faut que la question se pose, pour justement obtenir des propriétaires forestiers qu'ils mettent en conformité leur propriété avec effectivement les règles communes. Vous avez rappelé très opportunément que depuis la loi de 2004, justement, c'est le citoyen qui est le premier acteur de la sécurité civile. Et enfin, mon lieutenant, pour l'ONF, le premier point, c'est que vous avez dit qu'on ne peut pas mettre un forestier derrière chaque arbre, mais il faut quand même noter que depuis quelques années, les effectifs de l'ONF ont malheureusement drastiquement diminué. Vous ne pouvez pas le dire, je le dis de façon claire, comme ça au moins votre obligation de réserve ne sera pas remise en cause. Pour moi, dans ce domaine-là, en tout cas, je n'en ai pas. Dans d'autres, je l'ai, vous savez, je m'en ai parlé tout à l'heure. Donc là-dessus, autant clarifier les choses. Ce que j'aurais aimé vous demander, c'est justement, vous avez présenté, bon, alors je suis originaire du Languedoc, donc mon colonel, vous connaissez cette région, donc les essences vosgiennes, pour moi, elles sont aussi exotiques que les palmiers, donc tout va très bien. Étré-Sapinière, concrètement, vers quoi on tendrait pour la forêt vosgienne? Vers quel type d'association et quel type d'essence? Voilà, comme ça tout le monde a ses questions. Merci, donc à vous d'abord, professeur. Merci. Oui, on a plusieurs plans au Portugal et je vais parler de deux. On a une chose qu'on appelle ZIF, les zones de, j'essaie de traduire, les zones d'intervention forestière. L'idée c'est de rassembler près de 500 hectares de forêt et ça fait beaucoup de propriétaires
pour pouvoir avoir une gestion plus professionnelle. Comme ça, on peut avoir, avoir des subsides de l'Europe, on peut avoir une gestion avec 2-3 ingénieurs de forêt, avec un géographe, avec son système d'information géographique pour voir ici on peut mettre des pins, ici on ne peut pas mettre des pins, ici on peut mettre des chênes, ici il faut compartimenter le paysage, ici il faut avoir des points d'eau pour aider les pompiers s'il y a un feu, tout ça. Mais le problème c'est qu'on n'a pas de cadastre, alors on ne sait pas à qui appartiennent les propriétés, alors c'est difficile, mais on a déjà une vingtaine de saisifs, c'est le commencement, alors on va. Mais de toute façon, c'est difficile parce que j'aimerais dire seulement une chose très rapidement. On est en ce moment dans une 6e génération de feux au Portugal. Ce sont les feux que c'est complètement impossible de les arrêter avec les moyens qu'on connaît aujourd'hui. Seulement, la pluie les peut arrêter et on voit en Californie, on voit en Australie, quand on a ces feux-là, c'est impossible. Ils avancent avec une telle vitesse, par exemple cette année-là, à Zamora, en Espagne, on a eu des feux qui ont progressé à 40 km/h. C'est quelque chose d'incroyable. En 2017, au Portugal, à Pedrógão, où il a tué des gens, il a progressé à 7 km/h. C'est quelque chose d'incroyable. Et on a des projections de 3 km au Portugal et en Australie, on a déjà mesuré des projections de 30 km. Alors, la réalité, c'est difficile et même si on gère très bien, le risque, il est là. Alors, il faut faire beaucoup d'autres choses. La deuxième chose que je voudrais pointer, c'est un plan qu'on a en ce moment qui s'appelle le plan de transformation des paysages qui vise exactement ça, qui vise avec des systèmes d'information géographique, avec de la détection remote sensing, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, remote sensing, détection avec des satellites, pour essayer de transformer les paysages pour qu'ils soient moins flammables. En ce moment, on est en train de faire des études, toujours des études, et espérons que les études nous ramènent quelques bonnes nouvelles. Merci. Et juste un petit mot sur les feux avec des vitesses de propagation énormes, comme disait mon camarade de droite. On commence à les connaître en France. Je veux juste citer les Gonfaron l'année dernière. En 1 heure, 7000 hectares de brûlés. L'Andiras, 3000 hectares en une nuit. Donc ce sont des feux sur lesquels, effectivement, on a des vitesses de propagation qui sont énormes et sur lesquels, malheureusement, les moyens aujourd'hui à notre disposition sont dérisoires ou en tous les cas inutiles face à cette vitesse-là. Maintenant, pour revenir à votre question, que la parcelle forestière soit publique ou privée, tout le monde est soumis au code forestier. Dans le département des Vosges, il y a un arrêté préfectoral qui précise un certain nombre d'obligations au-delà du code forestier, et notamment l'interdiction de faire des feux nus, l'interdiction de faire des barbecues, respecter un certain nombre de dispositions concernant le brûlage des végétaux, par exemple, qui est interdit sur une période du 30 mars au 1er septembre, ou 15 septembre. Voilà, donc, nous, sapeurs-pompiers, on n'a pas de moyens de coercition. On n'a pas de pouvoir de police, et donc, c'est l'autorité de police sur laquelle est la parcelle forestière, à qui ça appartient de verbaliser ou de ne pas verbaliser, voire même à l'ONF ou à l'OFB de procéder, ou aux forces de police ou de gendarmerie, de procéder aux verbalisations. Mais c'est tout un système, je dirais aujourd'hui, qui existe, qui fonctionne. Il faut dire ce qui est, hein. Le système français fonctionne, il faut simplement peut-être l'améliorer sur certains de ses pans, nécessairement, mais encore une fois, j'insiste sur le fait que le premier acteur de la sécurité civile, c'est le citoyen. Vous pouvez mettre tout le paradigme administratif, vous pouvez mettre toutes les lois, vous pouvez mettre un agent ONF derrière chaque arme, vous pouvez mettre une force de police ou de gendarmerie à chaque accès de massif,
si le citoyen lui-même n'est pas convaincu de la chose, vous aurez toujours des feux, malheureusement. Pour rebondir là, juste sur ce qui a été dit, donc, on a le code forestier qui prescrit un certain nombre de choses et le préfet peut aller au-delà. Je voudrais simplement rappeler que le code forestier interdit tout apport de feu en forêt à moins de 200 mètres de celle-ci, sauf pour le propriétaire en son ayant droit. Donc quand vous allez faire un barbecue en forêt, c'est toléré par le propriétaire. C'est pas un droit. Donc dans les Vosges, l'arrêté va plus loin, prescrivant que du 15 juin au 30 septembre, même le propriétaire et son ayant droit n'ont pas le droit de faire de feu en forêt, comme dans le sud. Voilà. Pour répondre à votre question, c'est très dur de répondre à cette question, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le massif vosgien, c'est très complexe. On a, avec l'aide de nos sections de recherche et développement, de l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique et environnementale, certaines modélisations par rapport aux essences, aux calculs théoriques de réserve utile du sol, à la station forestière, des projections selon les scénarios du GIEC sur la potentialité de survie de l'essence à 2050-2080, donc tel endroit. Donc pour le sapin et le hêtre, il y a des endroits où ça passe, il y a des endroits où ça passe moins bien, il y a des endroits où ça ne passera plus. Donc soit on a une autre essence qui naturellement va venir prendre le pas, donc on pense naturellement chez nous à l'essence pionnière par excellence qui est le pin sylvestre. C'est quand même ce qui a tendance à revenir en premier avec le bouleau. Ça brûle, ça. Par définition, tout bois brûle. À la même vitesse. Après, en termes de prévention et de lutte, ce qui va conditionner en fait l'inflammabilité d'un peuplement, c'est la stratification du peuplement. Si à un moment donné vous arrivez à créer une rupture de combustible entre les différents étages, la lutte sera d'autant facilitée. Vous avez dit tout à l'heure que vous habitiez dans le Languedoc. Si je vous parle d'OLD, ça vous parle? Obligation légale de débroussaillement. Hein? Donc c'est une zone tampon de 50 mètres autour de chaque habitation qui est située en forêt, dans laquelle le propriétaire de la maison est tenu de réaliser des travaux de débroussaillement et de mise à distance des arbres et de la végétation pour faire des coupures de combustible. Ça veut dire que la loi autorise le propriétaire à empiéter chez autrui pour aller défendre sa maison. Et si ces OLD ne sont pas respectés, il encourt un certain nombre de sanctions. Donc, si on revient juste aux essences, on va essayer d'avoir de la migration naturelle. Donc, logiquement, ce qui devrait se passer, c'est que le chêne, qui est cantonné plutôt en plaine pour l'instant, remonte un petit peu en altitude, s'il arrive à s'installer en fonction de la station. Et après, on peut être amené à essayer de tester des choses, hein, apporter des provenances différentes de sapin. Alors ça, c'est compliqué aussi, parce que le sapin est une des essences qui s'hybride le plus. Donc si on met un sapin méditerranéen avec un sapin pectiné, eh ben, au bout de 20 ans, il va s'hybrider, et après on ne fera plus la différence. C'est le problème du sapin. Après, on peut essayer le cèdre, on peut essayer le Douglas, on va essayer des pins, on peut essayer du chêne pubescent, plutôt sur le versant alsacien, sur la forêt de la Harte, qui est une forêt extrêmement sèche. Hein, tout ça, on est petit, hein, enfin, à notre échelle. L'espace-temps forestier, c'est pas l'espace-temps humain. Donc ce qu'on teste maintenant, en fait, on sait que en 2080, peut-être ça va marcher. Mais le problème, c'est est-ce que l'essence qu'on va planter maintenant, si on met un chêne pubescent par exemple, est-ce qu'il va être capable d'arriver jusqu'à 2080, ou est-ce que le climat, dans son dérèglement progressif, eh ben, il va faire en sorte qu'il ne pourra pas arriver parce qu'il ne va pas réussir à s'adapter sur le climat actuel et les différentes transitions qu'on va connaître. C'est là tout l'enjeu. Et donc il faut arriver à doser entre ce qu'on laisse en naturel et l'apport qu'on peut faire. Voilà, dernière question. Il y avait les micros là, par là, il y avait 3 personnes. Ben, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui devez en interlude, hein, la première Alors, lutte contre les feux de forêt, c'est le feu qui ne se déclare pas.
Oui. Hein, donc c'est la prévention. Alors, donc la dernière flamme de questions. C'était une question de géographe, est-ce que vous savez Ah, la carte? 5 minutes. Non, c'est vrai que je le demande depuis le début. C'est un témoignage. Je voudrais qu'on rende hommage aux jeunes sapeurs-pompiers, les JSP. Je pense que si effectivement on développait davantage, parce que moi je l'ai connu avec le SDIS de Colmar, hein, notamment, c'est un des colonels qui gère un certain nombre de villages avec des jeunes sapeurs-pompiers. Ces jeunes sapeurs-pompiers sont aussi élèves dans des collèges ou lycées et ils ont une communication de leur travail, de leur information auprès de leurs camarades. Donc je pense que ça, ce serait à développer partout. L'ONF intervient aussi, bien sûr, puisque les feux de forêt font aussi partie de leur formation. Donc je vais très vite, si quelqu'un d'autre veut éventuellement dire quelque chose. Mais c'est une expérience que j'ai vécue en tant que maire de 3 mandats. Hein. Et franchement, ça vaut la peine d'être développé. Merci beaucoup. Là, c'était pas une question, peut-être une question brûlante. Sinon, nous n'avons pas terminé, évidemment, mais... Je voulais savoir quelle place occupe la carte dans votre travail, parce que j'ai compris que vous devez savoir où sont les réserves d'eau. Donnez-lui le micro, monsieur. Merci. Je voudrais savoir quelle place occupe la carte dans votre travail, parce qu'en fait, est-ce que vous travaillez avec des géographes, avec des modélisateurs, parce que vous avez parlé de où se situent les réserves d'eau, comment vous avancez sur le territoire, vous parlez de stratégie en fait spatiale, et donc au quotidien, donc, quelle place occupe la carte dans votre travail? Je m'adresse plutôt en fait au colonel et à monsieur de l'ONF. Et aussi, est-ce qu'il y a des travaux actuels de géographes de modélisation en fait, du changement climatique et de ses effets qui pourraient vous aider? Est-ce que vous savez s'ils existent? S'ils n'existent pas, est-ce que vous pensez que les travaux de modélisation sur comment le changement climatique va agir sur des espèces d'arbres, sur les essences, etc. Moi je suis géographe, mais je ne travaille pas du tout sur la forêt. Oui, non, on a compris que vous êtes géographe et que vous allez chercher une maison dans les Vosges pendant quelques années. Alors, monsieur va très très longtemps, parce que j'arrive de Bretagne et c'est pas trop le projet. La carte est très importante pour nous, à la fois dans la stratégie, à la fois dans la prévention et à la fois dans la stratégie opérationnelle. C'est l'outil indispensable aujourd'hui sur le risque feu de forêt. Sur la prévention, parce que je laisserai développer mon camarade, mais ça nous permet d'avoir des stratégies de surveillance, d'observation et de prépositionnement de moyens opérationnels dans l'éventualité de l'éclosion d'un incendie. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la stratégie française, c'est d'engager massivement des moyens pour tuer le tout début de feu dans l'œuf, pour éviter qu'ils prennent des proportions comme on a pu connaître cet été à Landiras ou au Portugal. Donc la carte, déjà, nous sert pour ça, et en termes de stratégie opérationnelle, elle nous sert parce que, en fonction des accès au massif, en fonction des configurations d'accès que l'on peut avoir, on va établir une stratégie opérationnelle pour éteindre le feu. Très concrètement, sur le feu du Ménil, ce sont les pistes d'accès au massif qui nous a fait aller vers une stratégie opérationnelle plutôt qu'une autre. Donc la carte, elle est très importante, et aujourd'hui, mes géographes, enfin en tous les cas mes sigistes, sont un outil indispensable dans la gestion moderne des secours et dans la prévention moderne des secours. Oui, en termes de prévention, donc on travaille ensemble. Hein. La connaissance du terrain, sans nous faire des fleurs, en forêt, c'est quand même l'opérateur qui l'a. À partir du moment, enfin juste repasser dans le contexte, hein, à partir du moment où l'ONF gère la partie prévention, à partir du moment où un feu se déclare, l'ONF se met à disposition de l'autorité préfectorale, et donc on est à disposition du SDIS pour les accompagner en tant que sachant du territoire, parce que en principe nous connaissons le territoire, les routes, éventuellement les accès en eau. Il y a quand même une certaine connaissance, on sait à peu près où vont pouvoir passer les camions, parce que quelque part le massif vosgien, quand un grumier peut passer, en principe un camion de pompier peut passer. Donc là on est en train de travailler pour établir des cartographies
On a des cartographies de dessert de mobilisation du bois. Maintenant, l'enjeu, c'est de faire coïncider ces cartes-là avec des catégories DFCI. Parce que les besoins des pompiers ne sont pas tout à fait les mêmes que les besoins en mobilisation. Donc c'est primordial. Là, on a tous bien compris de toute façon que l'avenir, dans tous les domaines, c'est le SIG. Après, par rapport aux cartes de projection, ben, on travaille dessus. On a des cartes de sensibilité dépeuplement. On est en train de mettre à jour ces cartes en essayant d'apporter une dimension de climat mouvant, parce que jusqu'à présent, ces cartes-là, elles étaient basées sur un climat constant. Et c'est tout l'enjeu. Et on espère en 2023 arriver à produire quelque chose. Voilà, pour pouvoir sectoriser des massifs, parce que ce qui est attendu par le préfet, qui est quand même notre chef à tous, enfin, moins à nous deux, dès qu'on parle de risque naturel, c'est le préfet. Et c'est le préfet qui nous commande, qui nous demande de nous mettre en ordre de bataille pour faire que les choses n'arrivent pas ou soient le plus atténuées possible. Et il nous demande de lui rendre des comptes. Et la meilleure manière de lui rendre des comptes, quand même, le truc le plus lisible qu'on puisse faire, c'est une carte. Voilà, que ce soit une carte d'enjeu, une carte de lutte, une carte de moyens, tout ce qu'on veut, mais c'est la carte. La cartographie, c'est primordial. Merci pour votre hommage aux géographes et aussi à chacun d'entre vous. Nos rêves seront moins cauchemardesques cette nuit, puisque nous nous savons très bien gardés par votre science, quand même, professeur, colonel, lieutenant. Je ne sais pas si vous avez réalisé la somme de savoir que nous avons là, et donc de réflexion à la fois sur ces feux qui vont arriver dans les années qui viennent, et puis ceux que auront à subir nos enfants, ou peut-être pas, grâce à vous. En tout cas, merci à vous, et merci à tous pour ce bon moment et cette réflexion ensemble.